En 1878, lors d'une journée froide d'hiver, Coureur Rapide, un chasseur originaire de la tribu des Cris, part à la chasse avec sa femme, ses 6 enfants, sa mère et son frère. Quand celui-ci revient en ville, il est étrangement seul. Il raconte que le gibier manquait sur les terres et que la famine a gagné sa famille. Ses enfants sont décédés un par un, suite à quoi sa femme se serait suicidée avec son fusil de chasse. Lorsque d'autres chasseurs autochtones reviennent en ville, ceux-ci mentionnent que le gibier est très abondant. Les pères Oblats et les autorités locales décident alors d'enquêter sur le sujet en amenant Coureur Rapide sur les lieux du drame. C'est en arrivant au campement qu'il trouve avec effroi les ossements des corps des membres de sa famille. Coureur Rapide est alors arrêté et interrogé pour finalement avouer avoir commis des actes de cannibalisme parce qu'il était possédé par un Wendigo. Re-bienvenue, nous sommes ici au Monstre dans le placard en 2022 lors de la lune du loup. Bonne année! Bonne année tout le monde! Je sais, vous êtes plus capable de vous le faire dire, mais bonne année pareil, parce que nous sommes à la première lune de janvier. On a fait une petite pause, mais on vous revient en force, en grand cette année. On a 12 nouveaux monstres qui sont prêts à l'examen. Comment ça va toi, Sabrina? Ça va bien, malgré toutes ces nouvelles et tous ces changements. Et on fait ce qu'on peut, hein? On n'a pas le choix. On reste positif. on vous parle depuis 2021, en fait, parce qu'on est, on vient, au moment où on enregistre cette émission, on vient de recevoir les nouvelles du confinement. On ne sait pas, on espère que peut-être que vous voyez ça d'un autre œil. Nous, on ne sait pas encore ce que l'avenir va nous donner. Mais on est très heureux de pouvoir commencer 2022 avec un plan tout frais, tout neuf. Yes. Et de vous parler. Bon, l'année passée, on a passé à travers les grands titres, je dirais. Les monstres qui étaient plus génériques, qui se retrouvent à plusieurs. Les plus populaires. On peut dire ça, peut-être les plus connus. Mais les grandes catégories, les monstres qui sont partout à travers le monde. Mais là, je pense que cette année, on peut aller un peu plus spécifique. On peut prendre des monstres plus précis. On avait déjà commencé avec le Yob, mais je pense que vraiment, on peut y aller dans quelque chose qui est plus directement lié à une place dans le monde ou à une culture. Et c'est pour ça que, pour parler de ça, et aussi pour parler de l'hiver qui bat son plein à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait pour commencer, Sabrina? Eh bien, on va vous parler du Wendigo. J'avais si hâte. Si hâte d'en parler. Le Wendigo. Oui. Est-ce que je peux introduire... Introduis-nous 2022, s'il te plaît. Oui, parce que pour moi, le Wendigo est un monstre qui regroupe plusieurs passions, plusieurs curiosités que j'ai dans la vie. Je suis une grande fan de criminologie, pour ceux qui me connaissent dans le public. Sinon, ben, vous le savez maintenant. Donc, j'aime beaucoup lire sur les trucs un peu mystérieux reliés à tout ce qui est meurtre, etc. Puis, on va pouvoir en reparler quand même parce que le Wendigo ne donne pas sa place à ce niveau-là. Et le côté aussi esprit un peu de la forêt, inquiétant, donc un peu la forêt qui regorge de danger quand on ne la connaît pas assez. Je pense que c'est un peu un genre de mélange des deux qui a fait que quand j'ai découvert cette créature-là, j'ai été super intriguée et intéressée parce que c'est assez unique en son genre. On parle d'une créature qui se retrouve pas nulle part ailleurs dans le monde, pour vrai. Ouais, c'est une créature qui est associée vraiment aux Premières Nations, spécifiquement les Premières Nations de ce côté-ci de l'Amérique du Nord. C'est vraiment une créature de chez nous et qui est encore assez méconnue. Il y a eu plusieurs interprétations, mais elles ne sont pas vraiment sur la coche. Et moi, là, quand j'ai découvert le Wendigo, ça m'a semblé être ce monstre, comment je dirais, c'est beaucoup plus associé à une nature sauvage qu'on connaît ici au Canada,
plus encore que le loup-garou, je dirais. Parce que pour nous, ça, c'est vraiment la nature ambiante. C'est beaucoup plus associé à l'hiver, c'est beaucoup plus associé à ce côté-là de la nature qui est moins souvent associé aux êtres comme les loups-garous ou autre chose. C'est vraiment... C'est un monstre d'hiver, vraiment. C'est un monstre d'hiver. C'est un monstre d'hiver d'ici. Et ça, moi, quand je pense au Wendigo, c'est à ça que je pense. Maintenant, avec la recherche, j'ai découvert aussi que le Wendigo que j'ai en tête, c'est pas nécessairement le vrai ou c'est pas nécessairement le Wendigo classique. On va en parler au fur et à mesure que cette émission va avancer. D'ailleurs, je pense qu'on... Peut-on tout de suite passer aux origines, Sabrina? Oui, bien sûr. Call-le! Les origines. Les origines du Wendigo. Alors, dans les choses à savoir, bien sûr, la croyance du Wendigo est rapportée par les Algonquins du nord des États-Unis et au Canada, plus particulièrement chez les Ojibwés, Saulteaux et les Cris. Donc ça, c'est quand même important de savoir que c'est majoritairement de là que ça vient, mais plus rarement, c'est quand même un monstre qui est cité chez les populations inuites, qui est quand même connu là, parmi ces communautés-là. Donc, Wendigo, il y a plusieurs appellations, donc Witigo, Windigo, et il y aurait, donne-moi une petite seconde, j'ai noté ça quelque part, parce qu'on en a une, le terme d'ici, c'est le Cocoche, qui aurait été... c'est quand même très différent. Oui, Cocoche, Witigo, Wendigo, Windigo. Il y en a sûrement d'autres, là, ça se peut. Et on s'entend que cette créature-là, visuellement, a des apparences d'un être qui a rapport à la famine beaucoup. Donc, on parle d'un individu très grand, maigre, qui aurait les yeux exorbités, parfois le visage en décomposition, la peau comme résinée, les lèvres et les doigts rongés par la faim. Et il y a deux facettes différentes de cette créature-là. Soit la première étant vraiment plus créature mythologique qui se promène dans les bois, qui atteindrait apparemment la cime des arbres, donc c'est super grandiose, et qui se nourrirait majoritairement d'humains. Et le Wendigo sous sa forme de possession, donc qui irait prendre le contrôle d'un être humain pour le pousser à commettre des meurtres et du cannibalisme. Oui, donc c'est le Wendigo qui est à la fois un esprit de la nature, du froid, de la famine, mais aussi qui peut prendre forme humaine, qui peut prendre possession de quelqu'un. Mais ça correspond environ aux mêmes infos. Tu viens de donner environ les mêmes affaires que ce que j'avais noté ici. Il y a quelques petites affaires, entre autres, la raison pourquoi le Wendigo t'a dit soit il est très grand, soit c'est comme un humain, soit il est plus haut que les arbres. Il y a une partie de la tradition Cri qui dit que la raison pourquoi le Wendigo varie autant que ça dans sa taille, c'est que quand il mange quelque chose, il grandit proportionnellement à ce qu'il mange. Et donc, il n'est jamais rassasié. C'est pour ça qu'il est maigre. Il grossira jamais, dans le fond, parce qu'il va juste grandir au fur et à mesure qu'il mange. Et c'est ça que le Wendigo représente beaucoup. C'est une faim jamais assouvie et qui, oui, se tourne vers la chair humaine plus que toute autre chose. Et c'est d'ailleurs vers ça surtout qu'on va quand on parle de la possession du Wendigo, c'est cette espèce de tendance au cannibalisme-là qui semble Oui, puis c'est une créature qui part majoritairement de peuples qui sont nomades et de peuples chasseurs nomades. Et c'est des cas répertoriés réellement, là, des cas de justice. Il y a des gens qui ont comparu en tant que Wendigo, qui ont admis être des Wendigo. Là, on va en reparler. Et on parle de cas où il n'y aurait pas nécessairement de manque de nourriture ou de gibier, là. Donc, on ne parle pas d'un cannibalisme forcé de survie, comme il peut y avoir là, dans certains instants. Il y a eu des gens là, qui ont été pris menés dans un écrasement d'avion, qui ont été obligés de commettre du cannibalisme pour assurer leur survie. Donc, on ne parle pas de ça, on parle vraiment d'un cannibalisme qui se veut meurtrier, donc de tuer quelqu'un dans l'objectif de le manger, et ça viendrait de nulle part. Il n'y aurait aucune
aucun passé psychologique qui pourrait mener à ça. En fait, ça se développe spontanément. exact. Puis on peut parler aussi, là, je tiens à dire, il existe aussi le cannibalisme de rituel dans certaines communautés là, partout dans le monde, en fait, qui vont consommer une personne décédée un peu pour la garder en eux. Là, on ne parle pas de ça non plus parce que le cannibalisme rituel, c'est une pratique qui se veut avec un attachement émotionnel, si on peut dire. En tout cas, bref, c'est un rite, c'est pas dans une folie meurtrière, là, on ne parle pas de ça. Alors que vraiment, le Wendigo, c'est vraiment plus associé c'est pas quelque chose qui est ritualisé, c'est vraiment quelque chose qui te pogne à un moment donné. Ça arrive spontanément. Ouais. Je ne sais pas si les auditeurs, vous êtes familiers avec le concept de l'amok. Donc, c'est une espèce d'hystérie qui va prendre quelqu'un comme ça, quelqu'un qui n'a pas nécessairement un passé psychologique troublé, qui va faire que la personne va tuer spontanément tout ce qu'elle trouve sur son passage. Donc là, on ne parle pas de ça, on parle d'une planification de tuer quelqu'un dans le but de le consommer, donc de commettre vraiment l'acte du cannibalisme. C'est assez unique. On va en reparler un petit peu plus loin dans l'émission parce que vraiment, ça, c'est pas juste dans les origines du monde, c'est vraiment une réalité scientifique documentée. Oui. Et c'est donc, on va pouvoir en parler parce que c'est rare qu'on a autant de jus sur la science. Il y en a énormément de ce côté-là. Juste ajouter quelques informations pour les origines. J'ai une origine probable du mot qui vient du proto-algonquin Wintikowa, qui était exactement le même mot pour dire hibou. Et on pense qu'il y aurait probablement eu une divergence à ce moment-là, mais que les mots à la base étaient probablement les mêmes. C'est ça, on a décrit la bête, c'est une bête qui a une apparence humaine extrêmement émaciée, qui est souvent des parties de lui en putréfaction. On dit qu'il a un cœur de glace. Oui. Il est vraiment associé à la glace, au froid, à l'absence de chaleur, à l'absence de nourriture, mais pas seulement la faim au sens appétit. Il est également associé à une grande avarice, un grand égoïsme, dans le fond, quelqu'un qui consomme pour lui-même sans jamais rien redonner. Et sans émotion aussi, d'où le cœur de glace. Et c'est ça, et sans émotion, sans souci pour le reste de sa communauté, pour son environnement. C'est vraiment ça. D'ailleurs, Émilie Zarka de l'Université de l'Arizona, qui a la chaîne Monstrum sur Stories, a dit qu'une des grandes qualités du Wendigo pour les communautés des Premières Nations, c'est qu'il représente à la fois l'hiver, la faim et l'égoïsme. Même que ça s'est transmis, ces thèmes-là, pour s'appliquer au colonialisme et à simplement de prendre les terres et de déplacer des peuples, comme prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre pour en faire sa propre chose, c'est un peu la même chose que de dévorer. Donc, ça s'est appliqué, on dit, le Wendigo est devenu vraiment une espèce de symbole de cette mouvance-là, pas juste chez les Blancs, mais chez tous les peuples qui consomment les ressources des autres sans se soucier des autres. Avant de conclure, le Wendigo, contrairement à ce que je croyais, il n'y a pas un animal, il n'y a pas une tête d'animal, il n'y a pas de cornes, il n'y a pas de bois. Il est souvent représenté avec des bois, par contre. Moi aussi, je pensais que ça faisait partie de la représentation traditionnelle du Wendigo, mais non, c'est quelque chose qui s'est greffé à la représentation du Wendigo quand il a été introduit dans la pop culture au début des années 1900. Dans la culture amérindienne, dans la culture autochtone, ça n'existe pratiquement pas, cette représentation-là avec les bois. C'est juste quelqu'un d'humanoïde, mais excessivement maigre. C'est ça, et très, très, très grand. Et qui est accompagné d'une odeur putride et d'un froid soudain et inexplicable. Wow. Du côté de la côte ouest, le Wet'suwet'en, qui est une créature similaire, mais qui, contrairement au Wendigo, n'est pas... il n'est pas automatiquement hostile. Il porte une espèce de sagesse des anciens du côté du Pacifique. Et j'ai ici un des premiers écrits qui a rapport au Wendigo, qui, je sais que tu l'as trouvé toi aussi dans tes recherches, qui sont les frères jésuites qui étaient venus dès 1661 sur le territoire Ojibwe, sur le territoire Cri,
et qui rapportent avoir été mis en contact avec ce phénomène-là. Et bon, les Jésuites étaient un peu sceptiques. Ils considéraient que les Premières Nations étaient comment dire, superstitieuses, mais vraiment, dans leurs écrits, ils disent que ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la superstition. On dit qu'ils ont une faim plus que canine et qui les rend affamés de chair humaine, se jettent sur les femmes, les enfants et même les hommes comme des vrais loups-garous. Je pense que c'est là que le lien s'est fait. D'ailleurs, je suis en train de lire le texte. Je ne suis pas juste en train de paraphraser ici. Et les dévore à pleines dents, sans pouvoir rassasier ni saouler, cherchant toujours nouvelle proie, plus avidement plus en ont mangé. Ça veut dire que plus ils en mangent, plus ils ont faim. Et Sabrina, je sens tu trépignes d'envie de nous parler de l'aspect scientifique. Me trompe-je? Non, tu ne te trompes pas. Alors, tu peux le caler car c'est ta section, ma chère. Oui, la section que j'aime le plus, la section science. Oui, science, tu nous as parlé déjà de quelques symptômes. Oui, bien c'est ça, quand on parle de cannibalisme et de pulsions meurtrières, c'est facile de glisser dans la science et la psychologie de la chose. Mm-hmm. Alors, on peut déjà dire au niveau des symptômes de quelqu'un qui deviendrait un Wendigo. On peut parler d'une forme de psychose du Wendigo, si je puis me permettre. En fait, c'est vraiment un nom reconnu. C'est pas du folklore, c'est vrai, c'est dans la documentation scientifique, psychologique, ça existe, le syndrome de la psychose du Wendigo. Et je tiens à saluer au passage Mireille Thibault, qui est la personne qui a écrit un super mémoire sur le Wendigo, que je vous recommande fortement de lire si ça vous intéresse. Un beau 120 quelques pages, très, très complet sur les recherches sur cette créature-là. Donc, Mireille Thibault, qui est une criminologue, psychologue et ethnologue. Alors, elle est vraiment dans son élément pour parler de ce sujet-là. Oh. Alors, au niveau des symptômes de la psychose du Wendigo, on parle d'un individu qui, en quelques jours, quelques semaines, tomberait en dépression. On parle souvent de malaise, d'hallucination. C'est généralement des chasseurs, donc qui partent avec leur famille chasser sur un territoire et qui vont peut-être par l'isolation, tout ça, commencer à pas filer et graduellement, souvent, il y a des femmes qui ont survécu là, à leur mari, qui parlaient tout seuls, qui chassaient pas, même s'il y avait du gibier. Donc, c'est pas une question de manque de gibier, vraiment pas encore là, qui aurait des hallucinations, jusqu'à la pulsion meurtrière du cannibalisme. Donc, généralement, ça se passe en quelques jours, quelques semaines tout au plus. On parle de quand même quelque chose d'assez intense, assez fulgurant, en fait. Ça arrive, ça se pointe dans la vie de quelqu'un et ça dure une saison, dans le fond. Puis, quand même, fait intéressant, il n'y a aucun blanc qui n'a jamais été répertorié comme étant un Wendigo, même s'il y a eu des cas, des procès, des choses comme ça, malgré le fait que certains d'entre eux ont adopté les modes de vie des Autochtones, ont marié des femmes autochtones, etc. Donc ça, c'est jamais arrivé. Alors... Écoute, effectivement, puis quand j'ai lu ça, j'ai fait ma recherche là-dessus, ça m'a amené dans le gigantesque puits sans fond de les syndromes culturellement liés ou les syndromes culturellement spécifiques, qui sont toute une branche je ne veux pas dire psychose ou même pathologie, mais des troubles mentaux qui affectent seulement une culture spécifique. Écoute, et je me suis rendu compte que, je vais en parler un petit peu plus tard, je vais te laisser la parole, mais je me suis rendu compte que il y en a une liste, j'en ai une liste devant les yeux d'environ une quarantaine, dont le hammock dont tu as parlé plus tôt pour les gens qui viennent de Malaisie ou de Singapour. Et ça affecte seulement eux. Ça n'affecte pas les autres. Mais je vais en parler un petit peu plus tard. Je vais te laisser compléter ça. Oui, absolument. Donc, d'où vient cette pulsion-là de tuer pour commettre du cannibalisme, surtout quand on parle de gens qui tuent leurs proches?
Donc, c'est majoritairement des hommes. Il y a eu quelques femmes là, qui ont commis, qui sont devenues des Wendigo. Mais en majorité, ça arrive comme ça, on n'a rien vu venir, dans un contexte de chasse où il n'y a pas nécessairement un manque de gibier et la personne devient justement, d'où le cœur de glace, devient complètement détachée émotionnellement, va aller tuer ses propres enfants, sa femme. C'est dramatique là, quand même là, quand tu penses à ça. Donc, d'où vient cette pulsion-là de tuer pour consommer quelqu'un, consommer tes proches? Il faut que tu... c'est ça. Ouais. C'est une grande question que je me pose moi-même. Mireille Thibault a réussi au travers de ses recherches quand même, parce que c'est quand même... l'origine est encore mystérieuse, mais dans le régime du Wendigo, on parle qu'il se nourrirait de chair humaine, mais également de mousse, de champignons et d'écorce et de certaines sortes de lichens. Et Mireille Thibault parlait qu'elle était en train d'investiguer avec certaines communautés qui parlaient d'une sorte de lichen que tu dois manger seulement en dernier recours. Puis si tu en manges en grande quantité, ça peut créer une pathologie donc, qui se développe, ce qui ferait qu'il y aurait peut-être un parasite qui se formerait. Peut-être que ce serait à l'origine d'une psychose. Donc, ce serait lié au territoire, donc ce serait lié à ce qu'ils mangent. En fait, oui, c'est ça, à l'alimentation. Donc, c'est une question d'environnement, d'alimentation et de trucs qui seraient propres à cette culture-là. Peut-être. Donc, ce serait la meilleure piste de recherche à ce niveau-là, dans ce que j'ai lu, que je trouvais quand même très intéressant, même si on n'a pas le doigt dessus tout à fait. Il y a quand même des informations là, non négligeables à ce niveau-là. Après, c'est à élaborer et ça, malheureusement, on n'a pas encore la réponse. Mais tout de même, ça rentre dans le volet science. Mais c'est vraiment incroyable, parce qu'il y a vraiment, vraiment des cas répertoriés. Je vous disais tout à l'heure, le syndrome du Wendigo, c'est quelque chose qui n'est pas juste dans le folklore. Ça existe dans le ICD-10, qui est l'équivalent du DSM-5, dans le fond. Pour les problèmes psychologiques et liés à la santé. Donc, il y a donc des cas, il y a le cas dont on parlait de Swift Runner en Alberta maintenant, qui est un cas documenté peut-être le plus célèbre. Oui, veux-tu que j'en parle tout de suite? Oui, s'il te plaît. Oui, alors en fait, Swift Runner ou coureur rapide, si on fait la traduction francophone, de son nom officiel Kakisikuchin. Excusez-moi si je déforme son nom. Donc, c'est un homme qui appartenait à la tribu des Cris, donc dans les années 1878 environ. Et ça, on parle vraiment d'une vraie anecdote, une vraie histoire répertoriée dans l'histoire criminelle du Canada, probablement la plus célèbre sur le Wendigo. Ça se passe à Saint-Albert. Donc, cet homme-là n'avait pas nécessairement de prédisposition à devenir un Wendigo en tant que tel. Il a été, c'était un chasseur, pêcheur, trappeur qui faisait des échanges avec la baie du Thon. Donc, un grand gaillard d'environ 1,90 m, assez costaud, qui avait à l'époque entre 50 et 60 ans. Alors, cet homme-là s'installe dans un camp avec sa femme et ses 6 enfants. Il invite aussi avec lui sa mère et son frère. Et cet homme-là revient sans sa famille dans un campement et raconte une histoire assez étonnante, qui dit que, dans le fond, lui, son frère et sa mère ont décidé d'aller chercher ailleurs pour manger, donc ils ont changé de campement, ils ne sont pas revenus. Et que tous ces enfants se sont mis à mourir de faim un par un, il n'y avait pas de gibier. Alors là, quand tous ces enfants ont fini par mourir, après sa femme a décidé de se suicider avec sa carabine. Et là, il raconte ça au père Leduc, qui est un prêtre oblat. Puis le prêtre l'accueille quand même dans le campement, donc il n'est pas nécessairement bien placé pour comprendre la situation. L'histoire est tragique, alors bien sûr, on peut comprendre que l'homme se réveille, fait des cauchemars la nuit. C'est des comportements normaux considérant la tragédie qu'il vient de vivre. Donc, l'homme coureur rapide, donc aide la communauté, il décide d'amener les jeunes à la chasse, puis on se rend compte que le gibier est abondant finalement. Puis il me semble que son histoire ne tient pas tout à fait la route. Il y a quelque chose il y a anguille sous roche. Alors, le père Leduc décide de regarder avec justement, je pense que c'est la GRC, bref, qui sont allés voir sur place, sur le campement de coureurs rapides, pour mettre au clair l'histoire. Et ils ont trouvé sur les lieux du campement 8 corps
Donc, 8 crânes avec des ossements humains, des fragments de peau, des morceaux de cuir chevelu arrachés, des os brisés et, le plus troublant de tout ça, une bouilloire dont l'intérieur était taché de graisse humaine. Oh, OK. Coureur rapide sur le coup, mais la faute sur les animaux, mais avec la bouilloire, qui est quand même une preuve assez trash là, qui a fait bouillir de la chair humaine. Il avoue qu'il s'est adonné à des actes de cannibalisme et il a été condamné là, à être pendu le 20 décembre 1879. Donc, on parle vraiment d'une histoire assez sordide. Mais c'est ça, c'est ce qui est impressionnant là-dedans, c'est qu'il n'y a aucun passé psychiatrique ou aucune prédisposition qui pourrait amener à cette possession-là du Wendigo, qui, dans les légendes, on parle de l'esprit du Wendigo qui vient te hanter, qui vient te donner envie de commettre un meurtre. Et dans les cas de Wendigo qui ont été répertoriés, c'est sûr que celui-ci, c'est le plus célèbre, mais souvent, les femmes, des hommes qui sont atteints par ça, ou du moins l'entourage commence à se douter de quelque chose, la personne se parle seule, est malade, elle maigrit, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, puis il y a des pulsions meurtrières, et même qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont été victimes de la possession du Wendigo, qui sont simplement allés voir leurs proches en disant tuez-moi, j'ai envie de commettre le cannibalisme, et qui étaient conscients de ça, et c'était généralement la solution, c'était d'exécuter la personne. Il y avait des gens dans la culture chaman ou medicine man dont c'était la tâche de venir à bout des gens affectés de Wendigo. Ici, j'ai le nom de 2 chasseurs de Wendigo émérites qui sont Jack et Joseph Fiddler. C'était des tueurs de Wendigo de la région des Grands Lacs. Qui étaient aussi des soigneurs, des guérisseurs, des chamans. Et considérés comme des héros aussi par Par la communauté, par oui. leur communauté, ils étaient considérés comme des héros. C'était eux autres qui traquaient et tuaient les personnes qui étaient affectées de Wendigo, mais ça n'a pas empêché qu'ils soient accusés de meurtre au premier degré par les autorités canadiennes, puis parce que, vu de l'extérieur, c'est de ça que ça a l'air. Mais il y en a un des 2, Jack, qui a été condamné à mort et Joseph qui a été absous par la suite parce que son procès s'est passé plus tard. Mais vraiment, ça a été un des premiers cas. Je pense que c'est sans doute le cas qui a fait mousser l'espèce de mythe du Wendigo dans la culture canadienne parce que c'était un des points de rencontre entre la culture des Premières Nations et la culture canadienne. À cette époque-là, ça se passait au début du 1900, justement. Là où le mythe a pris de l'ampleur, là où la légende a pris de l'ampleur beaucoup. T'avais-tu d'autres choses à dire sur la psychose du Wendigo? Non, ça résume l'histoire là, de Coureur rapide. J'aurais pu vous faire ça vraiment plus romancé que ça, mais je préférais y aller avec le côté factuel de la chose. Oui, on reviendra. Mais bref, il a menti quand même sur le fait qu'il disait que sa belle-mère, que sa mère et son frère étaient partis chercher un autre campement de chasse. C'est pas vrai. Ils ont retrouvé quand même 8 crânes. Là, fait que malheureusement, c'est ça. Hey, c'est dur de dire le contraire rendu à ce moment-là. C'est quand même, ça donne froid dans le dos. Ben oui, puis c'est une préoccupation qui existe dans les cultures des Premières Nations. C'est pas juste pas juste une légende, comme on dit, c'est vraiment, il y a suffisamment de cas pour que ce soit une préoccupation fréquente. Chez les Cris, il existe des danses traditionnelles, non, pas les Cris, pardon, chez les Assiniboines. Il y a une danse traditionnelle qui renforce le tabou du Wendigo, le tabou de manger de la chair humaine, et c'est une danse qui est faite spécifiquement dans les périodes de famine pour déconseiller, pour nier le besoin, parce que si jamais ça se présente, il faut le tuer dans l'œuf. Aussi, certaines cultures Cris recommandent l'ingestion de viande et de graisse animale pour faire passer le goût de la chair humaine. Ça, c'est si jamais vous avez besoin de soigner quelqu'un qui est en phase de devenir un Wendigo, c'est ça que vous fassiez. Vous lui faisiez manger un steak, puis que vous lui faisiez boire de la graisse, pas de nature humaine, pour lui faire sortir l'esprit. Et lorsque l'esprit sort, supposément que la personne va recracher des lattes de glace qui entouraient son cœur. C'est comme ça que vous savez que ça marche. Il faut que tu fasses fondre le cœur de glace. Mais généralement, lorsque
la consommation de la chair a été faite une fois, il est trop tard pour reculer. C'est généralement ce qui est accepté dans les cultures comme ça. Ben justement, puisqu'on parle de symptômes qui sont spécifiquement liés à une culture, ben comme je t'ai dit tout à l'heure, ça m'a plongé dans le puits sans fond. Il y en a plein. Et je disais que c'est des choses qui sont reconnues dans le DSM-5, mais pas juste dans le DSM-5, parce que ce ne sont pas tous des troubles de nature psychologique. En fait, c'est étonnant de voir qu'il y a des troubles qui sont physiologiques, mais qui sont quand même liés à la culture. Je vais vous en parler de quelques-uns. Comme je vous ai dit, j'ai une liste d'une quarantaine. Ben, ça nous ramène un peu au phénomène des zombies, quand on y pense. Ben, un peu, oui. Je dans me le demande sens même où si il y a des pourrait pas contextes culturels qui font qu'il y a des... J'oserais dire, c'est pas d'autosuggestion, c'est pas ça, mais qu'il y a des choses qui sont propres à certaines cultures, à certaines régions, parce qu'il y a un background, excusez le mot en anglais, mais de culturel qui prête à ça. Là. Ben, oui, puis c'est surprenant, ça change dans chaque région, mais c'est vraiment spécifique à une région, un contexte particulier. Ici, sous les yeux, j'ai le syndrome de Nervios ou Falling Out, qui se retrouve seulement en Amérique latine, dans les Caraïbes et dans quelques régions du sud des États-Unis, qui fait que, dans le fond, vous avez soudainement une attaque de pleurs et d'agression physique et verbale, de cris et de tremblements et le sentiment d'une chaleur épouvantable qui envahit votre corps sans explication. C'est exactement comme si vous aviez une crise d'épilepsie violente dirigée vers les autres. Mais ça ressemble à ce qu'on a dit aussi avec Amok au sud de l'Asie. Dans les autres tribus et les peuples des Premières Nations, entre autres chez les Navajos, il y a ce qu'on appelle la ghost sickness, qui est le mal le mal fantôme, dans le fond, et qui faisait en sorte que la personne avait une perte d'appétit, de la faiblesse, avait des cauchemars récurrents et un sentiment constant de terreur, comme si quelque chose la menaçait à tout moment de la journée. Et même en France, il y a un autre symptôme similaire qui est le symptôme je retrouve la bouffée délirante. Spécifique aux Français, c'est un jour, vous commencez à rire et vous n'arrêtez plus. Vous commencez à rire et vous commencez à dire des choses qui n'ont pas de sens, vous avez des hallucinations et vous riez, c'est comme si c'était vous étiez frappé du jour au lendemain par la folie. Wow. Et ça, jusqu'à maintenant, ça semble tous très psychologique, mais je tiens à vous parler aussi de quelque chose qui est complètement différent, qui est le syndrome de Coro, qui est en Chine, en Malaisie, en Indonésie, qui consiste à une soudaine et inexplicable rétrécissement du pénis, qui fait que votre pénis diminue de la moitié de sa taille en une nuit et ça n'est plus jamais, vous ne retrouverez plus jamais votre virilité d'antan. Voyons. Et voilà, semble-t-il que c'est un phénomène spécifique à cette région du monde. Oui, donc c'est pas seulement des syndromes. Je vais faire des faces, c'est tout ce que je peux faire. Voilà, je voulais finir avec lui pour que tout le monde fasse collectivement des faces chez eux à la maison. Écoute. Bon mois de janvier, tout le monde. Voilà. Non, c'est ça. Il y en a au Japon, il y en a à Puerto Rico, il y en a en Afrique, il y en a dans les populations inuites. Des mots comme ça qui sont transmis culturellement, dans le fond, il y en a partout à travers le monde et c'est pas encore très clair. Qu'est-ce qui cause ça? C'est ça. Mais il y a un terme qui existe, je ne sais pas si ça rentre dans tous ces symptômes-là, mais comme dans le cas du vaudou, on avait parlé d'hystérie collective, dans le sens où c'est des mots qui peuvent avoir l'air péjoratifs, là, mais c'est plus quand quelqu'un est convaincu de quelque chose, quand une société est convaincue de quelque chose, c'est comme des mots qui apparaissent un peu naturellement à cause de prédisposition sociale, tu sais. Ben, t'as pas tort. En fait, même dans le guide de diagnostic, il y a 5 caractéristiques
propre à ces types de maladies transmises culturellement. Ah, c'est bien dit. Il faut tout d'abord que ce soit une maladie qui existe dans cette culture-là. Genre, les gens disent que ça, c'est une maladie, c'est une malédiction, c'est pas un état normal. Donc, les gens sont familiers avec ça. C'est pas juste un cousin à quelque part qui a souffert d'une affaire bizarre. C'est quelque chose qui est répandu dans la culture. Deuxième point. Le troisième point, c'est que des autres cultures ne sont pas affectées ou c'est pratiquement inconnu. Quatrième point, il n'y existe aucune trace biochimique ou physique d'altération quelconque. Et la cinquième condition, c'est que la médecine folk, dans le fond, la médecine de cette culture-là, peut venir à bout de la maladie très soudainement, très souvent, mais pas la médecine traditionnelle. Pas la médecine conventionnelle, devrais-je dire. Ah. Alors, ça, c'est quelque chose qui est... ce sont 5 critères pour reconnaître ce type de maladie. C'est super intéressant. C'est vraiment intéressant et je ne savais pas vraiment que ça existait avant de vous en parler aujourd'hui. Ah, mais tu sais, si on prend la médecine traditionnelle, si on parle juste de l'effet placebo, on peut aller loin là, dans serait-tu le nôtre, ça? Ça serait-tu notre symptôme? Hein? Peut-être. Eh bien, si on est pour parler de culture, alors autant y aller à fond. La culture du Wendigo, c'est vraiment associé tout le temps à la culture des Premières Nations nord-américaines. C'est là qu'est la bébite. Mais ça n'a pas empêché la créature de frapper l'imaginaire et de se retrouver dans la pop culture depuis les débuts du 20e siècle. En 1910, on a la première représentation du Wendigo dans une œuvre de fiction non écrite par un descendant des Premières Nations, qui était écrit par Algernon Blackwood, qui est la première fois où on représente le Wendigo comme portant des bois. C'est de là que ça vient, cette image des grandes cornes, la tête un peu d'un cervidé. Par ailleurs, on ne l'a pas mentionné, mais selon le mémoire justement de Mireille Thibault, on parle que le loup-garou aurait des informations qui pourraient être complémentaires au Wendigo, mais n'aurait pas influencé en tant que tel la légende du Wendigo. C'est-à-dire, les Premières Nations connaissaient cette histoire-là et en parlaient depuis la nuit des temps, quand les Européens sont arrivés. Cette légende-là existait déjà et les Européens, eux, avaient leur légende du loup-garou de leur côté. Donc, peut-être qu'il y a eu des mix plus tard, mais en fait, à la base, c'était 2 trucs très distincts. C'était 2 trucs très distincts, mais comme on a pu entendre dans le récit des Jésuites, eux autres ont tout de suite fait le lien. Les Jésuites ont dit « Ah, ça, c'est comme un loup-garou ». Mais ce n'est pas les Premières Nations qui ont fait ça. C'est les Jésuites, quand ils sont arrivés, qui ont dit « Ah ouais, ça, c'est comme un loup-garou ». Puis là, le lien s'est fait demain. Voilà. Mais c'est vraiment deux créatures très, très différentes. Puis en faisant la recherche, je me rends compte qu'elles sont très, très différentes. C'est ça, je disais plutôt, le Wendigo est aussi associé au colonialisme, mais d'un groupe qui s'empare de la terre et de la vivacité d'un autre. C'est associé à ça, c'est ce grand esprit-là. Oui, il symbolise vraiment l'égoïsme malade, l'égoïsme qui est au détriment de la société et de l'environnement. Puis c'est ça que je voulais dire à propos de Wendigo, écrit en 1910 par Algernon Blackwood, c'est que ça venait avec la description physique du grand Wendigo à cornes, à bois, mais c'était aussi assez dans les tons de l'époque. En 1910, on était dans la culture de l'horreur de Poe, un peu de Lovecraft, et ça veut dire qu'on avait peur de l'étranger, et c'était un peu bassement stéréotypant des Premières Nations comme créature. Mais c'est celle-là qui est restée, et c'est devenu utilisé par la suite. Même dans le mythos de Lovecraft, on a plusieurs références
au Wendigo dans The Thing That Walked on the Wind en 1933 et dans Ithaca en 1941. Oui, Ithaca, qui est une divinité du froid, entre autres choses. Et voilà, qui était directement inspiré du Wendigo. Même dans Stephen King, le Pet Sematary, il y a des représentations du Wendigo parce que, c'est vrai. Devons-nous le rappeler, il ne faut pas enterrer vos morts dans un cimetière amérindien, car ils vont peut-être revenir. Il y a tout le temps, les cimetières amérindiens, il y a tout le temps des choses qui se trament. Mais avec raison aussi, parce que je pense que toutes les créatures qui s'y trouvent doivent avoir de la rancœur. Puis voilà. Bref. Ouais, ben oui, mais moi je pense que ouais. Y a-t-il une autre place que dans Pet Sematary où on fait vraiment, on dit oh non, ça c'est un cimetière amérindien. Mais je pense que c'est peut-être ça qui a popularisé cette croyance-là, puis ces running gags-là après qui sont apparus dans les séries comme plus populaires comme les Simpsons, des choses comme ça. Ils ont des références souvent au cimetière amérindien. Moi, je pense que c'est Pet Sematary qui a peut-être popularisé la chose. Je pense aussi. Je pense que c'est vraiment eux autres qui ont fait ça. Mm-hmm. Par la suite, il y a un personnage de Marvel qui s'appelle Wendigo, qui est un méchant de X-Men et de Incredible Hulk, mais bon, qui a très, très peu de lien avec le Wendigo traditionnel. Il y a eu plusieurs variations dans plusieurs téléséries et séries de fiction, dans Le Loup-garou du campus, dans Supernatural. Le Loup-garou du campus, il traite d'à peu près tous les monstres classiques. C'est très cheesy, mais... Même affaire pour Supernatural, pour True Blood, pour Charmed, pour Grimm, toutes les séries qui passent à travers le registre de tous les monstres. Même dans My Little Pony, il y a un Wendigo à un moment donné. Wow! Et dans la série que j'affectionne beaucoup, que je vous ai déjà parlé quand on parlait du Yob, Hannibal, l'image qui est utilisée pour représenter comme l'espèce de corps démoniaque de Hannibal, c'est vraiment ce gigantesque boc avec des grandes, qui est vraiment le symbole du Wendigo. Ben, c'est vrai. Ça fit, vu que c'est une créature qui mange des humains. Tu sais. Exact. Et c'est de là que ça sortait. Wow. Par contre, avant de donner ma recommandation, on a retrouvé dans le jeu vidéo aussi. Dans les Fallout, il y a des cryptides qu'ils appellent le Wendigo, qui sont des créatures qui ont muté. Dans la série Until Dawn, il y a des créatures Wendigo qui sont les antagonistes principaux. En 2021, cette année, l'année passée, le film Antlers, qui est un film d'horreur qui veut dire bois ou panache, qui représente quelque chose qui ressemble étrangement à un Wendigo. Mais moi, si je devais donner ma recommandation pour une œuvre où on représente le Wendigo, non pas comme une créature avec les bois, mais comme vraiment cet égoïsme glouton et assoiffé de sang humain, je vous recommande le Ravenous de 1999. Je crois que la version française, c'est pas Affamé, parce que ça, c'est notre film québécois de zombies. C'est un film de zombies qui est quand même pas pire, pour vrai. Oui, il n'a pas sous-estimé. J'ai bien aimé. Ouais. Mais en français, ça s'appelle Vorace. Ben, s'il avait déjà été sorti. Oui, c'est ça. Quand on a parlé de notre zombie, je pense que je l'aurais suggéré parce que quand même, ça vaut le détour. Mais vraiment, mais pour le film que je vous parle, Ravenous, de Antonia Bird, avec Guy Pearce et Robert Carlyle, qui se passe dans un fort lors de la guerre de sécession américaine, où on considère que l'expansion vers l'ouest et la cupidité, la ruée vers l'or, c'était vraiment des facteurs qui ont encouragé la montée d'un Wendigo. Vraiment, en tant que représentation culturelle du Wendigo, en tant que faim dévorante et jamais satisfaite, Ravenous en 1999, extrêmement bon. Je ne sais pas à quel point ça a bien vieilli, mais dans ma tête, c'est bon. OK, génial, génial. Ben, tu vois, moi, j'ai une œuvre un peu différente de ce que je propose d'habitude, c'est-à-dire, en fait, un système de jeu de rôle qui s'appelle The Survival Horror RPG Wendigo, alors qui a été fait par Maxime Vincent
Puis voilà, donc on parle Hein? de système Attends, de jeu. wow! Oh, Où peut-on se procurer cette chose? sur Amazon, vite comme Ouais. ça, mais encore là, c'est pas le best là, d'encourager Amazon, on sait bien. Dans tous les cas, on parle de système de jeu là, où ce qu'on doit être en mode survie et élucider un peu le mystère là, d'un petit village canadien là, qui est sujet à des meurtres et choses comme ça. Donc, assez sympathique. Moi, j'ai bien aimé. On a fait un one-shot il y a quelques années là, par rapport à ça, puis j'ai bien aimé. Voilà. Ah, OK. Ah, mon Dieu. Parfait. Hey, excellent. Voilà. Est-ce que Maxime Vincent, est-ce que c'est fait au Québec, ça? Ça, je suis en train de me demander. Hey, attendez une minute. Si c'est fait au Québec par-dessus le marché, ben tabarouette, on vous le recommande doublement. Je vais me joindre à la recommandation. Alors, voilà, donc Wendigo de Survival Horror RPG, donc qui est paru le 21 décembre 2020 par Maxime. Donc, Vincent, je pense que c'est québécois en plus. Ça peut pas être plus. Ça serait une extrême bonne chose. Vraiment sympathique. Ça vaut la peine. Un petit livre de 46 pages qui vaut le détour. Et qui vous anime toute une nuit de terreur. Ouais! Très bon choix, Sabrina. Wow! Je me joins à la recommandation. Hey, yes. C'est une émission courte mais remplie qu'on vient tout juste de faire et c'est elle qui inaugure notre année 2022 qui va ressembler beaucoup à ça, mais avec beaucoup de petites surprises aussi oui. en parallèle. Alors... Voilà. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Comme à chaque fois, on est bien heureux. Puis on va vous revenir à la prochaine pleine lune pour d'autres surprises. Oui, la prochaine pleine lune, c'est, je crois, la lune de glace. Et là, c'était quoi la pleine lune cette semaine? C'était la lune du loup. Oh! Oui, la lune du loup et la prochaine, c'est la lune des neiges. Alors, ça fit. On se rejoint la prochaine fois en février pour la lune des neiges, alors que... Est-ce qu'on en parle tout de suite ou on garde la surprise? On a-tu le droit d'en parler? Mais moi, c'est le mois de ma fête. Oui, et tu as eu le choix pour les monstres et tu as eu choisi avec expertise. Oui, parce que je suis une très, très grande fan de mythologie japonaise. Alors, on va vous parler des yokai. On continue notre exploration des cultures et monstres traditionnels de ces cultures à la lune des neiges en février. Yes. Au revoir tout le monde. Merci Simon. Bye bye.